Salut à tous, on nous retrouve encore pour faire la suite de notre cours de statistiques. Donc, sans plus tarder, pour ne rien perdre du temps, on doit commencer avec le cours. Alors, toutefois, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Alors, pour cette vidéo, on va voir les lois marginales et la distribution ou distribution marginale. Quand on parle de loi marginale ou bien distribution marginale, vous devez savoir, lorsque vous êtes en face d'une série statistique à double entrée, c'est ce que vous venez de voir, vous devez savoir, vous devez mettre en tête que ces tableaux-là, il faut les transformer, il faut diviser ces tableaux-là par des distributions marginales ou bien par des séries marginales. Sans pourtant faire les distributions, vous ne pouvez pas calculer la moyenne de chaque variable ou bien la variance, ainsi de suite. Donc, loi marginale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de diviser les variables de telle sorte que chaque variable soit une série statique à un seul caractère. C'est ce que nous venons de voir. Et lorsque nous avons une série à un seul caractère, on peut calculer la moyenne de la variable à travers les effectifs. On peut calculer la variance, on peut calculer tout ce qu'on peut faire avec les tableaux statistiques à un seul caractère. Donc, notez. Donc, comme nous avons en face des séries statistiques à double entrée, on doit toujours penser à transformer ces tableaux-là par des séries, par des lois marginales. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir calculer la moyenne, pour pouvoir calculer la variance, les quatre types de chaque variable. La variable x et la variable y. Ça veut dire qu'on va ici, on va diviser loi marginale, ça veut dire qu'on va diviser la variable x et la variable y. Donc, on va voir dans l'exercice comment faire cette série-là, cette loi distribution marginale, comment on va le faire. Donc, dans le cours ici, on va juste beaucoup parler et dans l'exercice, on va appliquer. Alors, une fois vous avez fait des lois marginales ou des distributions marginales, il faut maintenant déterminer le point moyen. Donc le point moyen. Point moyen. C'est quoi donc le point moyen? Alors, le point moyen, souvent noté G, c'est un point. Alors, vous savez que lorsqu'on parle de point, un point a toujours des coordonnées x et y. Voilà. C'est un point mais qui est moyen. Donc ça veut dire que ces coordonnées sont donc les moyennes de x et de y. Un point moyen, c'est un point qui a pour coordonnées x et y. Un point a toujours pour coordonnées, x, y dans cette dimension, dans la dimension 2. Un point pour coordonnées x et y. Donc ici notre point est comment? Moyen. Donc ça veut dire que c'est x bar, c'est coordonnées c'est x bar et y bar. Donc on doit calculer donc la moyenne de x et la moyenne de y. Dans la première vidéo concernant le cours des statistiques, on a vu comment on calcule la moyenne. Alors la moyenne, on connaît déjà. Ici, la moyenne égale à 1 sur n, la somme de NIJ, ok? NIJ pour cette série, NIJ, XI. Non, excusez. Aïe. Ici, NI, on avait vu ça, XI. Très bien. C'est ça qu'on avait vu, non? Dans la première vidéo concernant le cours des statistiques. Ok. Maintenant, on va faire un peu un cas particulier pour une série double linéaire. Pour une série double linéaire, on avait dit quoi? Que chaque effectif, que tous les effectifs sont comment? Égaux et égal à 1. C'est pour l'autre là, pour la série double linéaire, NI égale à 1. Donc la formule de la moyenne c'est 1 sur n
tac, tac, xi. Donc, pour l'autre série, là, c'est facile. Donc, pour les séries dont les effectifs entre possèdent des effectifs, donc on va utiliser cette formule. On va voir dans l'exercice, même si vous voyez que c'est un peu bizarre, on va voir dans l'exercice comment ça fonctionne. Maintenant, la moyenne de y, ok, y bar égale à 1 sur n. N, là, c'est l'effectif total, hein, ne confondez pas. N, c'est ça, c'est la somme des effectifs. Hein, la somme des effectifs, voilà. N sur n, nj x, non plutôt y, j, voilà. C'est le même devoir, ça c'est la moyenne. Donc une fois, on vient de trouver la moyenne de x et la moyenne de y, le point moyen, on va juste remplacer et puis on va encadrer. On a trouvé le point moyen. Vous devez savoir quand on parle d'un point que je vais localiser. Et pour localiser un point, on fait recours aux coordonnées. Donc, les coordonnées de la dimension D, c'est x et y. Comme ce point est un point moyen, ici, on va juste ajouter les moyens, les barres là. Quand vous voyez quelque chose avec barre, ça veut dire la moyenne. Ok. Maintenant, on va faire notre 8e point. Donc, on va voir notre 8e point, c'est l'inertie du niage de points. Inertie, voilà. Inertie, voilà. Du niage des points. Ok. Alors, premièrement, on va voir inertie minimale. Inertie minimale. Inertie minimale, je vais dire un petit a. Inertie, voilà. Inertie minimale. L'inertie minimale, c'est quoi? L'inertie minimale, c'est l'inertie par rapport au point moyen. Par rapport au point moyen que je viens de faire. C'est l'inertie par rapport au point moyen. Notez IG, notez I. Inertie minimale IG, c'est quoi? Effectif total. Ok? Le tout multiplié par la variance de x plus la variance de y. Bon, les formules sur la variance, on a vu cela dans notre première vidéo concernant le code statistique. Donc, partez, regardez juste la vidéo pour comprendre et appliquer, comment appliquer les différents calculs de la variance. Voilà, effectif total, on a vu sur la vidéo précédente la différence entre le petit n et le grand n. Ça, c'est pour ceux qui vont faire statistique poussée, ils vont comprendre pourquoi il y a petit n, pourquoi il y a grand n. Mais ça ne cause pas problème lorsque vous mettez grand n, petit n, ça ne cause pas problème. Il suffit juste de remplacer, ce sont juste des variables. Ok? Alors, ça c'est l'inertie. L'inertie minimale, c'est l'inertie par rapport à un point. Lorsqu'on parle d'inertie minimale, c'est l'inertie par rapport au point G, par rapport au point moyen. Maintenant, on va voir maintenant l'inertie par rapport à un point. Comment on va maintenant calculer l'inertie par rapport à un point? Donc, l'inertie par rapport à un point. Par rapport à un point. L'inertie par rapport à un point, ça veut dire quoi? Soit je considère le point A, le coordonnée A, B, n'est-ce pas? Un point A, le coordonnée A, B. Alors, l'inertie notée IA, là quoi? Double somme, 1 sur n, double somme. Ok. Ici c'est P, non I plutôt. Donc attendez, de N, I, J, le module de A, N, I, J au carré. Ou on appliquant juste le théorème d'Huygens, on aura IA égale à IG, je pense, plus N. Bon, ici, moi je considère l'effectif total, c'est petit n. N, AG, tout haut, au carré, le théorème d'Huygens. Ici,
I allant de 1 à P. Ici, J allant de 1 à Q. Vous venez de voir un tableau. Très bien. Donc voici comment on détermine l'inertie par rapport à un point. Alors, l'inertie A est dit minimale lorsque A égale à G. L'inertie dit minimale, ici, l'inertie par rapport à un point est dit minimale lorsque A égale à G. Minimale lorsque A égale à G. Donc, l'inertie est dite maximale lorsque A est différent de combien? De G. Je pense que pour cette vidéo, on ne va pas traiter un exercice. C'est dans la vidéo qui va suivre, on va faire un exercice pour appliquer ce que nous venons de faire. Ici, de l'inertie, il n'y a pas 1 sur n. Hein. Ici, on enlever ça. Ok. Il n'y a pas 1 sur n, juste l'inertie. C'est une double somme. Tout ça, il donne des 15. Ok. Pour la suite, on va voir 9, droite de régression. À droite de régression. Voilà. De y en x. Quand on parle de y en x, ça veut dire qu'on va exprimer x en fonction, on va exprimer y en fonction de x lorsqu'on parle droite de régression de y en x. Ici, on va utiliser la méthode de moins 40. Il y a aussi la méthode de meilleur. Dans la méthode de meilleur, on va utiliser ça dans le cas pratique, hein, juste pour ajouter un plus. Sinon, la méthode la plus utilisée, c'est la méthode de moindre carré. Alors, et ça marche toujours. Maintenant, ici, quelle est la forme de cette équation, de cette droite? Donc, lorsque c'est y en x, l'équation cartésienne de la forme, y moins y bar égale la covariance. On va faire la formule de la covariance. La covariance x des variables x, y pour la variance de x, x moins x bar. Et cette équation cartésienne c'est réduit comme ça en a x plus b. Ok, avec a égale à la covariance cov de x divisé par la variance de x. Variance de x, n'est-ce pas? Maintenant le b c'est quoi? Le b c'est comme si on va juste faire la moyenne. Bon, je vais démontrer ça, comment on fait pour trouver b. Juste on fait ceci, on fait y bar égale à ax bar plus b. Il faut tirer b. B égale quoi? Y bar moins ax. Très bien. Voici comment on détermine b. Une fois déterminé b, on peut maintenant remplacer ici dans l'équation de la droite. Voilà. Ça c'est la forme cartésienne. Maintenant l'équation de la droite est là. C'est cette forme-là qu'on va représenter. Voilà. Maintenant, ça c'est droite de régression des y en x, n'est-ce pas? On va faire maintenant de droite de régression. Droite de régression. Ok. De x en y, n'est-ce pas? C'est la même chose. X égale à a' y plus b'. Maintenant, ici, ce n'est plus la même formule. Ici c'est juste au niveau de la variance, on va changer. Ici, lorsque c'est une méthode de x et y, ça veut dire que a' égale à barre de fonction, toujours la covariance, x et y. La variance vient de y. Donc, la variance de la variable qui est là. Donc, la variance de ce qui est là. Ici, la variance de ce qui est là. X là. Vous voyez, non? C'est ça qu'on a dit. X, y, variance de x. Ici, y, la variance de y. B, c'est la même chose. B', c'est la même chose. Ici, c'est a', y. Non. C'est ça, non? X bar moins a', y bar. Ok. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, la covariance, c'est quoi? Donc, on va déjà utiliser la formule cov entre x et y
1 sur n, double somme, ok, de n, i, j, ok, x, i, y, j, moins x bar, y bar. Ici, i alors le 1 p et j alors le 1 à q. On va voir comment manipuler ça dans le calcul. Donc, ça, c'est la covariance. Très bien. Alors, une fois fini avec le type d'équation, la droite de régression, on peut faire notre dixième point. Coefficient de corrélation. Bon, pour ceux qui veulent aller plus loin statistique, qu'est-ce que ça signifie le coefficient de corrélation? Le coefficient de corrélation vient confirmer est-ce que entre la variable x et y sont fortement corrélées. Nous devons savoir est-ce que la variable x et y sont fortement corrélées ou bien faiblement corrélées. Qu'est-ce que veut dire corrélées? Quand deux variables x et y sont fortement corrélées, ça veut dire quoi? Si la variable x augmente, la variable y augmente. Je peux prendre l'exemple des variables x, ce sont des notes de mathématiques, et y, ce sont des notes de physique. Si la personne a eu 18 en mathématiques, forcément, si il a eu parfois 17 en physique maintenant, on va calculer le coefficient de corrélation pour confirmer est-ce que c'est vrai. Lorsque les notes des mathématiques augmentent, les notes de physique augmentent. Donc, le coefficient de corrélation vient confirmer effectivement si les variables x et y sont fortement corrélées. Est-ce que si une variable augmente et l'autre aussi augmente, si ça diminue mais l'autre augmente. Ça peut corréler de façon positive mais de façon négative. Bon, ici en terminale, souvent c'est de façon positive. Hein. La formule de coefficient de corrélation de R égale à quoi? C'est toujours la covariance que vous venez de calculer. Covariance de x, y, n'est-ce pas? C'est la racine carrée de la variance de x multipliée par la variance de y. On avait vu dans les formules que la variance de x et la racine carrée de la variance, c'est quoi? On va appliquer les propriétés des racines. Ici, la racine carrée de la variance de x. Donc, multiplié par la racine carrée de la variance de quoi? Y. C'est covariance. N'est-ce pas? Alors, ici, il va donner comme. Oh, la racine carrée de la variance, c'est quoi? C'est le quart type. Donc, notre quart type de x. Ici, le quart type de quoi? De y. N'est-ce pas? Si vous avez dit les quart types, vous pouvez déjà calculer le coefficient de corrélation. Cov x, y, n'est-ce pas? C'est tout. Alors, bon, en terminale, souvent, le coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1. Très bien. Quand ça dépasse ces valeurs-là, ce n'est pas le coefficient de corrélation. Là, j'ai pris en compte général. Pour les études statistiques, le coefficient de corrélation dépasse entre moins 1 et ça. Maintenant, en classe de terminale, on va vous dire seulement que le coefficient de corrélation est toujours inférieur ou égal à 1. Ça ne dépasse pas 1, quoi. Vous comprenez, non? Ça ne dépasse pas 1. Donc, c'est toujours inférieur ou égal à partir des 0. Quand on prend la valeur positive. Ok. Maintenant, lorsque nous avons calculé on peut aussi directement calculer ça à partir des droites de régression. Si on nous a demandé les droites là, c'est juste A pour A'. A multiplié par A'. Ok? A multiplié par A' directement. On va déterminer les questions de corrélation. Maintenant, on a compris. Maintenant, on va donner les interprétations, les intervalles pour dire que ça là c'est est fortement corrélé, c'est-à-dire que le coefficient de corrélation est fort. Donc, on va donner les intervalles pour dire que le coefficient de corrélation est fort, le coefficient de corrélation est faible.
Ok, donc on va donner les intervalles. Donc voici au tableau, nous avons les intervalles de coefficient de corrélation. Ici, au terminal, c'est ce qui s'appelle des valeurs, ça va donner des valeurs positives. Hein. Voilà. Voilà. Des valeurs positives. Ok, des valeurs positives. C'est quoi on veut? Parce que pour ceux qui veulent aller plus loin, ils vont voir les valeurs négatives, soit négatives vraiment corrélées. Bon, ce qui est important, c'est de retenir en terminale les intervalles. Et pour ceux qui vont faire statistique poussée, ils vont encore donner vraiment les intervalles qui est vraiment normal pour donner des interprétations au niveau de ce coefficient de corrélation. Alors, lorsque le coefficient de corrélation est compris entre 0,87 et 1, ça c'est j'ai pris ça dans un manuel de terminal, 0,87 et 1, et il y a forte corrélation entre x et y. Ça veut dire que les valeurs x et y sont fortement corrélées. Donc, si x augmente, y ici augmente. Ça veut dire ça. Si la valeur x augmente, ça veut dire que y ici augmente. Fortement corrélé, ça veut dire comme ça. Maintenant, lorsque c'est inférieur, strictement inférieur à ça, strictement inférieur à 0, c'est-à-dire que 0,7, 0,5, 0,4, ouais, strictement inférieur à 0,87, c'est-à-dire qu'il y a faible corrélation entre x et y. C'est vraiment faible, c'est vraiment faible. Alors, ça veut dire que l'ajustement n'est pas justifié. Hein? La régression entre deux variables n'est pas justifiée. Alors, ici, vraiment, lorsque c'est comme ça, c'est justifié. Maintenant, mais lorsque le coefficient de corrélation est très voisin de 0, c'est-à-dire 0,00, hein, 0,00, très voisin de 0. Lorsque c'est très voisin et proche de 0, on dit alors il y a indépendance linéaire statistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable, ou bien les variables x et y sont indépendantes. Ça dépend pas de l'autre. L'autre peut augmenter, l'autre peut baisser, ça dépend de cette variable. Donc, sont indépendantes. Donc, vous devez comprendre, lorsque c'est très proche de 0, il n'y a pas de corrélation entre ces deux variables. Donc, les deux variables sont comment? Indépendantes. L'autre peut augmenter, l'autre peut baisser. Donc, il n'y a pas de liaison. Or, ici, la liaison est forte. Ici, ça justifie que la liaison est forte. Ici, la liaison est faible. Ce n'est pas justifié. Parce que c'est inférieur la valeur positive de quoi? La valeur positive de le coefficient de corrélation est comment? Voilà. Ok. Vous voyez que ce n'est que normal. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc, lorsque vous trouvez la valeur négative, vous devez faire entre les valeurs, vous devez mettre des barres de valeurs absolues pour donner des interprétations là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On nous retrouve dans la vidéo là où on va faire les exercices des statistiques. Là, vous allez comprendre ce que nous venons de faire là. C'est très simple à manipuler à travers les exercices. Donc, ne manquez pas de suivre les vidéos. Donc, pour cela, abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. On nous retrouve à la prochaine.